Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Biodiversité, pourquoi le secteur privé marocain doit miser sur le nouveau carbone? C'est l'intitulé du rapport au Policy Paper publié récemment par l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Une étude qui nous invite à considérer différemment et à élaborer une nouvelle approche de la relation des acteurs économiques et des entreprises à la nature et à une biodiversité confrontée à de sérieuses menaces dans notre pays et ailleurs dans le monde. Et pour aller un peu plus loin dans le détail de ce rapport, nous avons le plaisir de recevoir ce soir la rédactrice du rapport, Lamia El-Bouanani, experte en gouvernance, un rapport rédigé avec la participation du président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, Abdelmalek Alaoui, et du directeur de la recherche au sein du même institut, le professeur Ahmed Azirar. Lamia El-Bouanani, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ce rapport ? Pourquoi le besoin d'un rapport sur la biodiversité et l'entreprise? Alors, ce qui a motivé le rapport, c'est en fait tout le narratif médiatique et toute l'attention croissante médiatique et aussi auprès du secteur économique et du secteur privé qu'il y a autour des enjeux des changements climatiques et de la décarbonation, avec la nouvelle réglementation européenne qui va obliger les entreprises marocaines sur la taxe d'ajustement carbone aux frontières. Et aussi, on était à la veille de la COP28. Et donc, toute l'attention était portée sur le changement climatique, mais on oublie en fait que la biodiversité, on traite les causes, mais sans traiter les impacts. La biodiversité est un impact du changement climatique. Enfin, ce qu'on oublie dans l'histoire, c'est que le changement climatique est seulement un des facteurs de pression de la biodiversité. Et quand c'est un enjeu qui est récent, dans l'agenda économique des investisseurs et des décideurs et des superviseurs bancaires aussi, parce que notre banque centrale a émis par exemple une directive sur l'impact environnemental, sur l'impact du changement climatique sur le secteur bancaire il y a déjà 2 ans. Donc la notion de changement climatique, changement climatique sur le secteur bancaire. Sur le secteur bancaire, sur le secteur financier aussi. Ça peut paraître deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. À prime abord. Oui. Je vais expliquer. Et en fait, l'impact sur la nature, en fait, quand vous prenez la biodiversité, vous avez le changement climatique, ça arrive qu'en 3e position. Vous avez la pression, les changements d'utilisation des sols et des mers. Vous avez l'exploitation des ressources. Vous avez le changement climatique qui impacte sur les écosystèmes. Vous avez la pollution. Sécheresse, donc et vous avez ce qu'on appelle les espèces invasives et envahissantes. En fait, ce qui a motivé l'élaboration du rapport, c'est l'accélération en fait, de cette question dans l'agenda des investisseurs et des superviseurs bancaires. Janvier 2023, vous aviez vous avez une COP 15. On a des COP climat et on a des COP biodiversité. Donc la dernière COP, c'est la COP 15 qui a eu lieu à Montréal. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont des COP qui ne sont pas autant médiatisées que les COP sur le changement climatique. Mais celle-ci a eu une présence absolument exceptionnelle de tout le secteur privé, de beaucoup d'investisseurs privés, d'entreprises privées, parce que pour la première fois, alors elle a décidé de 2 choses. Elle a décidé, entre autres, de mettre sous protection 30% des terres et des océans. Avant, on était à 17 et 10%. Et elle a aussi décidé d'imposer, elle a recommandé fortement aux États ensuite de mettre en place que les entreprises et le secteur financier prennent en compte l'impact de la biodiversité dans leurs activités. D'accord. En janvier 2023, vous avez un groupe d'investisseurs institutionnels, une association d'investisseurs institutionnels qui publie un papier sur le devoir des investisseurs institutionnels à prendre en compte l'impact de la biodiversité. Donc ce réseau s'appelle l'ICGN, ils ont beaucoup d'influence sur les questions de gouvernance, entre autres. Et ils publient donc un papier de 10 pages qui explique que les investisseurs institutionnels doivent prendre en compte la perte de biodiversité comme un risque systémique. Ensuite, quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte que notre banquier central, donc Bank el-Maghreb, a collaboré dans un papier en mars, l'année dernière, en mars 2022, sur un réseau qui s'appelle le NGFS, alors c'est le réseau de verdissement du secteur financier. Et Bank el-Maghreb s'intéresse actuellement, elle n'a pas encore rendu public, mais elle s'intéresse
à l'impact de la biodiversité, à l'impact des entreprises sur la biodiversité. Oui. Et quand vous avez ces deux, les investisseurs institutionnels et les superviseurs bancaires ne sont pas des militants écologistes. Oui. En fait, dans leur mission fondamentale, c'est pas de protéger les abeilles ni les rouges-gorges. Ça peut-être qu'ils ont ça à cœur, mais c'est pas du tout leur mission. Mais leur mission, c'est la mission d'un investisseur institutionnel. Il a une responsabilité fiduciaire à protéger l'argent qu'on lui ont confié ses épargnants et les déposants, et à s'assurer qu'il va verser des retraites demain. Et le job d'un superviseur bancaire, c'est de s'assurer que les banques qui prêtent à des entreprises qui dépendent des écosystèmes terrestres et marins vont pouvoir repayer leurs dettes. Et donc, c'est la stabilité bancaire, c'est la stabilité du système bancaire qui est en jeu. Absolument, même si la responsabilité citoyenne de l'entreprise voudrait aussi qu'elle participe à la protection, mais ça, ce n'est pas le premier souci. On est d'accord? Oui. Alors, je voulais vous, parce que depuis tout à l'heure, on parle de biodiversité, environnement, protection de l'environnement, changement climatique, on entend parler depuis des années, de plus en plus. Il y a toute une logorée autour de ça, mais quand on entend par biodiversité, qu'est-ce qu'elle englobe, si on peut la définir, pour que les gens aient une idée beaucoup plus claire? Vous avez la définition scientifique, je ne vais pas la donner, elle est dans le rapport. C'est c'est la variabilité de tous les organismes vivants, y compris les écosystèmes terrestres, marins, aquatiques, d'eau douce, etc. En fait, nous, quand on s'adresse aux acteurs économiques, de façon générique, et c'est pas ma définition, c'est la définition qui est utilisée par les cadres conceptuels de biodiversité pour les entreprises et pour les acteurs économiques. Quand on parle de biodiversité, on parle de capital naturel et de services écosystémiques. Alors le capital naturel, c'est quoi? C'est le stock. En fait, c'est les forêts, c'est l'eau, le sol, l'air, les océans. Et les services écosystémiques, ce sont les flux que produisent ces stocks. Par exemple, une forêt, elle va produire du bois. Des insectes, les insectes sont pollinisateurs. Si on n'a pas... Alors, vous imaginez et les services écosystémiques, ce sont des services gratuits qui sont rendus par la nature. Vous imaginez que si on n'a plus de pollinisateurs, les rendements agricoles s'effondrent. Si on n'a plus de zones humides, on n'a plus de protection contre les inondations. En changement climatique, vous avez pour atténuer et réduire les changements climatiques, vous avez des solutions basées sur la nature. Par exemple, on vous dit souvent, pour compenser nos émissions en carbone, plantons des arbres. C'est ça. OK, on va planter des forêts, mais la forêt toute seule, si elle n'a pas les insectes et les oiseaux, les animaux qui vont manger les graines et puis les redisperser, et la forêt, au lieu d'être un puits de carbone, ça sera une source de carbone. Une forêt, un écosystème sans ces animaux, sans ces insectes, sans ces petites bestioles qui circulent, vous parlez tout simplement, c'est un écosystème qui sera déréglé et vous aurez des incendies à terme. Vous n'aurez pas du tout une source, un puits de carbone, vous aurez une source de carbone. D'accord. Donc en fait, le sujet est là. Le sujet, c'est ce sont des services écosystémiques, ce sont les services qui sont rendus par la nature, donc l'approvisionnement en eau, en bois, ce sont les services de régulation que rendent les forêts, les zones humides, les mangroves, etc. Et c'est aussi des services récréatifs. On aime tous aller se promener sur la plage ou profiter de randonner dans la montagne ou aller marcher dans une forêt. Donc ces services écosystémiques rendus par la nature sont gratuits et ne sont pas comptabilisés. Donc le sujet, c'est ça. Quand vous êtes une entreprise, vous avez forcément des impacts et des dépendances sur la nature. Que vous soyez, que vous dépendiez de ces ressources naturelles ou pas. Vous êtes concerné vous êtes concerné au même titre que nous. Absolument. Nous tous sommes concernés parce qu'on s'alimente, on boit de l'eau. Oui. Alors là, vous avez parlé du secteur bancaire, par exemple, il y a une prise de conscience, mais pour d'autres raisons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les risques au Maroc, est-ce qu'il y a de véritables menaces de notre biodiversité et en quoi on peut la constater? S'il y a des exemples concrets pour savoir qu'il y a un danger, il y a une biodiversité qui se dégrade. Écoutez, il y a des études, bien sûr, il y a de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet. Et en fait, le déclin de la biodiversité au Maroc, il est le reflet du déclin de la biodiversité mondiale, tout simplement. Il y a une phrase, moi, que je trouve qui est assez parlante et qui va donner des ordres de grandeur. C'est tiré d'une étude du WWF et qui vous dit que pour se rendre compte de la consommation, de la surexploitation de nos ressources, vous vous dites que la Terre existe depuis une année civile. L'être humain est là depuis 37 minutes seulement. Et
en 0,2 secondes, on a déjà consommé un tiers des ressources naturelles terrestres. Donc c'est juste pour vous donner, pour saisir les ordres de grandeur dont on comme parle. Ça, c'est terrible, oui. Oui, c'est assez terrible. Oui. Et la dernière étude, alors vous avez, pour le climat, vous avez le GIEC, qui est peut-être plus connu. En biodiversité, vous avez aussi des scientifiques, donc une plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Oui. Sa dernière étude, elle date de 2019. Et elle vous dit qu'entre 1970 et 2018, on a eu 70% de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Sur le continent africain, c'est 66%. On n'est pas loin de la moyenne mondiale. Moins de 50 ans. Au Maroc, la dernière étude biodiversité, parce que le Maroc, il fait partie de... Enfin, il élabore des rapports en vertu de son adhésion à la Convention sur la diversité biologique. Je pense que la dernière en date, elle est de 2019. On n'a pas des chiffres... il y a un profilage de la biodiversité, on n'a pas de chiffres précis, mais en tout cas, on nous dit que oui, les écosystèmes sont tous touchés, que ce soit les écosystèmes marins, on a des stocks de sardines, de poulpes. Il y a des choses qu'on peut constater, on n'a pas besoin d'études ou de recherche, on le constate de visu dans notre vie quotidienne. Il y a besoin, alors la donnée est importante, il y a quand même besoin de collecter des données et d'avoir de nouvelles données. Absolument. Est-ce que pour élaborer ce rapport, est-ce que vous aviez assez de données, parce que vous vous êtes basé sur des données, vous allez nous dire lesquelles, pour faire ce rapport, ou est-ce qu'il y a un manque de données dans ce domaine au Maroc? Écoutez, ma prétention à moi, c'était pas de faire un état de la biodiversité au Maroc. Enfin, je suis ni écologue ni climatologue, mais le but, c'était plutôt d'amener des pistes de réflexion sur le danger des pertes des écosystèmes et de la dégradation de la biodiversité et son importance en tant que capital naturel pour les entreprises. Et donc je me suis pas, j'ai pas chiffré, je n'ai pas recherché des données actualisées sur les écosystèmes. Enfin si, les dernières données, c'est sur, on a, par exemple, le Maroc est un des pays qui a les plus forts taux d'endémie en Méditerranée, et on vous dit que oui, on a 24 000 espèces, 25% de la flore est en danger, 600 espèces animales sont en danger sur 8 000. Vous avez, je ne me suis pas focalisée sur ce genre de données. Sur quoi on s'est basé dans le rapport, c'est plutôt attaquer en fait l'argumentaire sous l'angle économique, montrer l'importance, montrer la biodiversité comme un risque. Comment est-ce qu'on peut la traiter en risque et opportunité pour l'entreprise? Donc expliquer les nouveaux cadres conceptuels, expliquer ça sous l'angle de l'argumentaire économique. Et ensuite, on s'est intéressé au reporting des entreprises, de celles qui font appel public à l'épargne, donc qui émettent des rapports annuels et des rapports ESG, environnemental, social et gouvernance. Et donc, quand on a fait l'inventaire des 90 rapports des entreprises marocaines qui en publient, on s'est rendu compte qu'il y en a quand même 23 qui évoquent la biodiversité comme un risque ou comme un enjeu majeur pour elles. Alors, à des degrés plus ou moins détaillés, 23 sur 90, c'est pas mal. Parce que je m'attendais à en trouver 2 ou 3 parmi des filiales de multinationales. Alors que c'est pas le cas. C'est quand même... donc, je pense que les entreprises ont conscience des enjeux. C'est une tendance récente, vous pensez? C'est une tendance récente, absolument. C'est-à-dire que c'est sur les 2 dernières années que le terme biodiversité a commencé à apparaître comme un enjeu environnemental et comme un risque que devait regarder l'entreprise. Oui. Alors, on peut lire dans votre document, dans le rapport, que justement, vous venez de le dire que vous n'avez pas la prétention de fournir des solutions prêtes, mais d'inviter à la réflexion pour un changement de paradigme sur le rapport des acteurs économiques à la nature. C'est tout ce que vous venez de développer. Quels sont ces nouveaux paradigmes sur lesquels, justement, que les entreprises doivent adopter ou prendre en considération? Qu'est-ce qu'ils doivent changer dans leur comportement? Qu'est-ce qu'ils doivent adopter comme réflexe? Une entreprise, n'importe laquelle, parce que là, vous parlez du système bancaire, donc pas forcément même des entreprises qui, on peut avoir l'impression qu'elles ne sont pas touchées de près par ce qui se passe, par les changements climatiques ou par la biodiversité, ou par... Quel nouveau paradigme, quel nouveau réflexe, quelle nouvelle démarche? Alors, je pense que le premier changement, c'est d'abord se penser en tant qu'acteur de l'écosystème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un usager passif des ressources,
vous êtes acteur dans un écosystème. Et dans la biodiversité, tout à l'heure j'ai donné la définition scientifique, mais en fait dans la définition, quand on parle de services écosystémiques et de capital naturel, ce qu'il y a d'important, c'est que dans la nature, tout est lié. Il y a des interactions entre entre le tous. fameux effet papillon, un peu. Exactement. Tout est, dans le terme, si on devait retenir une seule définition, c'est les interdépendances. Oui. Les interdépendances dans un écosystème. Quand vous êtes, et c'est penser en fait votre rôle en tant qu'entreprise, quand vous vous positionnez, vous n'êtes pas juste un usager passif, vous êtes vraiment un acteur à part entière. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup d'une entreprise indienne qui a réfléchi en fait à son impact sur l'eau. Et l'eau n'est pas du tout un intrant dans son activité. Absolument pas. Alors c'est une entreprise qui est leader en technologie et en outsourcing. Donc, si vous voulez, son capital, son principal capital, c'est son capital humain. Donc, elle a 260 000 salariés à travers tous les États indiens. Et elle a quand même réfléchi à modéliser le stress hydrique. Et c'est très contre-intuitif. Vous dites, c'est plutôt une entreprise qui utilise l'eau dans ses process de production, qui va plus réfléchir à ses consommations d'eau et et à l'eau comme enjeu de risque. Cette entreprise-là, donc elle a cartographié en fait le stress hydrique dans tous les États dans lesquels elle est présente, en se disant, moi demain, mes 260 000 salariés, s'ils venaient à manquer d'eau, ils ne pourraient plus venir au travail, ils ne pourraient plus boire, ni se laver, ni... Donc j'ai un problème, et donc ça va forcément impacter ma continuité d'exploitation et mes revenus. Donc moi, entreprise, c'est contre-intuitif, mais le stress hydrique, donc ils ont modélisé le stress hydrique dans les États dans lesquels ils étaient implantés, et ils sont même allés jusqu'à définir des seuils de criticité, c'est-à-dire que s'ils venaient à manquer d'eau, qu'est-ce qu'ils font? Donc en amont, ils ont anticipé, ils se sont dit, donc nous on a des centres offshore, mais quand il y a des eaux de pluie, il faut savoir les capter, et il faut savoir, et si l'eau venait à manquer, combien est-ce que de camions-citernes je peux alimenter, est-ce que je peux mettre à disposition à mes employés? Donc ça, en fait, cet exemple-là, ce qui l'illustre... C'est ça, être pleinement acteur de l'écosystème. Absolument. C'est ça. C'est que vous n'êtes pas, vous réfléchissez pas forcément à vos insectes pollinisateurs, l'impact des insectes pollinisateurs sur les rendements agricoles, mais vous réfléchissez aussi à vos dépendances, qu'on appelle les dépendances et les impacts. Et quel que soit votre secteur d'activité, vous avez des dépendances et des impacts. Vous êtes forcément impacté par des changements climatiques extrêmes, vous êtes impacté... aucune entreprise ne peut prétendre ne pas être impactée par des pertes de biodiversité. Alors, au Maroc, j'imagine qu'on est loin de cet exemple, par exemple, indien que vous venez de citer. Et il y a... non, on n'est pas si loin que ça. Pas si loin que ça? Non, on n'est pas si loin. Je vois l'exemple de l'urbanisation. Je donne un exemple. Une urbanisation galopante et sauvage, parfois, au détriment de l'écosystème, au détriment des forêts. On rase des forêts. On construit dans des zones pas marécageuses, des zones humides dont on a besoin. Et ça, on le voit tous les jours, et rien que dans l'axe Rabat-Casa, il y a des exemples. Raser des forêts pour construire des complexes résidentiels ou hôteliers ou des golfs, est-ce que ce n'est pas dérégler l'écosystème? Mais vous êtes optimiste, vous dites on n'est pas si loin que ça. Non, en fait, moi je suis optimiste parce que je pense que honnêtement, quand j'ai épluché les rapports, vous avez l'information, vous avez des degrés plus ou moins sophistiqués et plus ou moins granulaires dans la prise de conscience sur la biodiversité. Par exemple, vous avez Lafarge Holcim, donc ils sont adossés à c'est une multinationale, c'est une filiale de multinationale. Lafarge Holcim au Maroc, par exemple, elle a transplanté des araignées dans son usine de Souss-Messa. D'accord. L'IDEC, elle fait des études sur la biodiversité marine, sur ces stations de traitement des eaux usées. Mais est-ce que ce n'est pas juste des gestes symboliques pour se donner bonne conscience parce que c'est la tendance, ou est-ce que ça a un véritable impact? C'est ça, parce que des fois, il y a des effets de mode, et puis pour se donner bonne conscience, on fait des petites actions comme ça. Vous l'avez dit d'ailleurs, au-delà de la démarche philanthropique ou de la démarche symbolique, est-ce que ces actions sont porteuses de fruits? Est-ce qu'elles peuvent impacter et lutter contre justement la dégradation? Je pense qu'elles impacteront quand on aura... là, on vient d'avoir 2 décrets adossés à la loi sur l'impact environnemental.
dont une, alors vous avez un décret qui vous oblige à évaluer votre impact environnemental sur la biodiversité, sur la faune, la flore quand vous vous implantez, enfin quand que vous soyez une entreprise de droit public. Enfin, ça va concerner les entreprises publiques et les entreprises privées. Et vous avez aussi l'obligation de faire un audit environnemental sur vos implantations industrielles. Donc je pense que, enfin, on peut pas demander aux entreprises toutes seules d'agir. Il faut un cadre réglementaire, il faut de la régulation, il faut une impulsion de politique publique. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème, en fait. Pour les finances, parce qu'il faut mettre de l'argent. Ça veut dire entreprendre des actions, comme celle que vous venez de citer pour quelques entreprises. Ça veut dire qu'il faut financer, mettre des sous. Est-ce que le financement peut être un frein, justement, pour ces entreprises, pour qu'elles soient des entreprises actrices dans l'écosystème? Est-ce que c'est un problème de finances et d'argent? Écoutez, on parle pas de financement. On n'attend pas d'une entreprise qu'elle restaure l'espace naturel, l'habitat naturel de l'ibis chauve ou qu'elle aille sauver l'eau phoque moine. C'est pas le sujet. C'est pas son rôle. Enfin, ce qu'on demande à l'entreprise, c'est plutôt de penser à son échelle, à son échelle à elle, à des coûts. Et elle peut faire des choses à des coûts tout à fait abordables. Par exemple, quand prenez le foncier de l'entreprise. Le foncier, c'est quelque chose qui appartient à l'entreprise, c'est privé, c'est du domaine privé. Ça serait intéressant, par exemple, de comptabiliser combien on a de foncier privé au Maroc, entre les parcs immobiliers, les sites industriels. Est-ce qu'on parle de 50 000 hectares, 60 000, 100 000 Et imaginez tous ces hectares-là qui sont investis en plantes médicinales, en nichoirs. Enfin, je dis ça de façon anecdotique, mais c'est pas anecdotique. C'est loin d'être anecdotique, parce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises, sur des sites industriels, notamment des sociétés minières, des compagnies minières marocaines, qui vont restaurer des carrières avec du couvert végétal naturel pour faire revenir des couloirs de biodiversité. Donc, on peut avoir des îlots de biodiversité à partir de ce foncier d'entreprise. Et ça, c'est pas quelque chose d'anecdotique et c'est pas quelque chose qui est se généralise ou plus ou moins, ça va donner le résultat. Dernière question et on termine, c'est pourquoi on parle de biodiversité et vous l'appelez aussi le nouveau carbone? C'est une terminologie pour dire que la biodiversité, c'est le corollaire des luttes contre les changements climatiques. C'est un clin d'œil, si vous voulez, au crédit carbone. Donc la biodiversité, c'est le capital sur lequel il faut investir, au même titre qu'on investit sur la réduction des gaz à effet de serre. Et en fait, pour revenir sur le financement, les actions, elles sont pas... vous avez une hiérarchie dans les actions. Il s'agit d'éviter et de réduire d'abord. Si vous évitez de construire dans des aires protégées, si vous évitez de saccager des zones humides, si vous évitez de raser des forêts et de garder des écosystèmes, de respecter les écosystèmes, de respecter le littoral, déjà éviter, réduire et ensuite, avant de restaurer et de régénérer, de mettre de l'argent. Éviter de dégrader plus. Exactement. Et ensuite, transformer éventuellement ces processus de production. Merci. Ça, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape et c'est ce qu'on souhaite. Merci, Madame Lamia Bouanani, pour cet éclairage. On comprend un peu mieux la biodiversité et son impact sur l'économie, sur nos vies. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Je rappelle que vous êtes experte en gouvernance et que vous avez rédigé un rapport sur la biodiversité intitulé « Biodiversité, pourquoi le secteur privé marocain doit miser sur le nouveau carbone ». Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.